l'actualité, visite du Centre de l'intelligence artificielle et de la robotique par le ministre en charge de la recherche scientifique. C'était ce matin pour voir l'état d'avancement des travaux. Préservation de l'environnement, le Conseil régional de la jeunesse de Bougouni s'engage. Un forum a été organisé dans ce sens afin de discuter des problèmes de protection de l'écosystème de la région. Et ce soir, dans la page consacrée à la culture, nous allons parler du logo de l'année de la culture. Quelle symbolique! Alpha Maïga nous en dira plus. Merci de nous suivre sur ORTM1. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition. Je le disais en titre, à Katisila-Koro, à une vingtaine de kilomètres de Bamako, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité le Centre de l'intelligence artificielle et de la robotique à Siar Mali afin de constater l'état d'avancement des travaux et encourager les entrepreneurs. Une visite suivie par Awa Koulibaly et Abdul Salam Bambara. Peu à peu, le Centre de l'intelligence artificielle et de la robotique du Mali se laisse découvrir. Les 5 hectares autrefois plats dédiés aux travaux laissent place aux différents blocs administratifs, pédagogiques et à la maison des hôtes. L'avancement général, c'est 49,32% pour les 3 lots. Pour chaque lot, on avait un an. Bon, avec les événements, les changements climatiques, avec tout ce qui est là, avec les pluies de l'année passée, donc il y a eu un léger retard. Voilà, mais ça se poursuit quand même. Ouais. Le département bénéficiaire des nouveaux locaux est pressé de s'en approprier. Il est urgent que cet outil stratégique, conçu pour répondre aux défis cruciaux comme la sécurité, la santé, l'agriculture ou encore l'industrie, soit au plus vite opérationnel. Le centre a déjà commencé ses activités puisqu'il est accueilli par les locaux de l'École nationale d'administration. De notre dernière visite à maintenant, il y a des progrès significatifs qui ont été faits. Néanmoins, je voudrais encourager les entreprises qui sont sur les chantiers d'accélérer les travaux. Nous sommes très impatients de pouvoir occuper ces nouveaux locaux et de donner un cadre beaucoup plus adapté et agréable aux étudiants et au personnel qui encadre ces étudiants. Le ministre Kansai est à sa 4e visite de suivi sur le chantier. Il espère pouvoir occuper les lieux à la prochaine visite. Sinon, la 60aine d'élèves chercheurs, futurs experts en IA et robotique, construira des robots pour donner un coup de pouce aux entreprises en charge de la construction. Tout à fait, Awadama. Nous restons avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour parler également des journées d'expérimentation assistées par l'ordinateur. C'est une nouvelle méthode de travaux pratiques en temps réel au moyen de l'ordinateur, un moyen qui permettra aux laborantins et enseignants-chercheurs de mieux gérer les travaux pratiques face à l'effectif pléthorique des étudiants. Le compte-rendu de Durante Diakité ou Marconi. Les enseignants-chercheurs et laborantins maliens comptent apporter de l'innovation dans leur méthode de travail. Ils sont à la quête d'une nouvelle expérience dans le domaine de la technologie. L'expérimentation assistée par ordinateur EXAO est l'intitulé des 2 jours d'échange auxquels ils participent. L'objectif visé est de pouvoir mieux appliquer leur savoir-faire par le biais de l'ordinateur. Nous faisons des TP avec un effectif pléthorique. Et là, avec l'expérimentation assistée par ordinateur, nous aidera non seulement à amoindrir le coût par rapport aux réactifs consommables que nous utilisons, mais aussi par rapport à l'effectif pléthorique que nous avons. Donc c'est pour dire que c'est vraiment une technologie qui va vraiment renforcer nos capacités au laboratoire, mais ça nous permettra aussi de faciliter vraiment la pratique des TP. Dans les laboratoires, nous faisons des analyses avec des réactifs. Nous utilisons des spectrophotomètres, nous utilisons des équipements lourds pour faire des analyses. Avec cet outil, nous n'utilisons que 3 choses. Un ordinateur, une interface et des capteurs. Donc ce sont ces capteurs qui permettent de faire toutes les mesures. Et
en temps réel. Pour cette première édition des Journées de l'Exao, les Maliens ont choisi d'échanger avec des éminents chercheurs marocains qui ont une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique invite les participants à mieux profiter de cette occasion pour le bonheur des siens. Si les gens maîtrisent cette chaîne, ils peuvent faire les mesures comme ils veulent, la volonté et dans toutes les disciplines scientifiques en fait. Donc on est là pour faire ce partage et pour que vos étudiants aient cette capacité de monter leur propre capteur, de maîtriser cette chaîne. Aujourd'hui, la gestion des travaux pratiques reste un défi majeur pour la plupart des structures techniques. La solution à ces problèmes réside en grande partie dans les microlabs. La maîtrise de cet outil permettra d'innover notre système d'enseignement et de recherche. L'objectif final de ces journées est de se l'approprier, de l'adapter au curriculum malien et même l'innover en développant d'autres capteurs. Ces journées de l'Exao enregistrent la participation des Burkinabés, Nigériens et d'autres nationalités. Journée mondiale contre l'hépatite, c'est ce lundi 28 juillet. Une occasion pour mieux faire connaître la pathologie et la ministre de la Santé et du Développement social, dans son message, invite la population à briser les barrières pour l'élimination de l'hépatite et la prévention du cancer du foie. Synthèse du message de la ministre de la Santé avec Fanta Mama Nientao. L'hépatite est définie comme étant une inflammation du foie causée par des substances toxiques ou par des virus. Le monde enregistre chaque année des millions de nouvelles contaminations dues à l'hépatite selon l'OMS. C'est dans ce cadre qu'une journée est dédiée à la pandémie et célébrée tous les 28 juillet. Demain, 28 juillet 2025, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée mondiale contre l'hépatite. C'est le moment, de par le monde, de magnifier la solidarité manifeste à l'endroit des personnes infectées et affectées par l'hépatite virale. Le thème international de cette journée mondiale 2025 est « Hépatite, cassons les barrières », avec comme sous-thème « Briser les barrières à l'élimination de l'hépatite et à la prévention du cancer du foie ». Cette thématique attire l'attention sur les défis à relever dans la sensibilisation, l'offre des services de dépistage, de traitement pour atteindre les objectifs mondiaux de l'élimination d'ici à 2030. Selon des chiffres fournis par le ministère de la Santé, cette pandémie touche environ 12 à 15% de la population malienne. Face à ces taux de contamination, les autorités sanitaires du pays incitent au dépistage en vue de se prémunir contre cette maladie. Selon l'analyse des situations des hépatites virales au Mali, faite en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé en avril 2020, la prévalence de l'hépatite B était estimée à 12,1%, soit 2 500 000 personnes infectées, et celle de l'hépatite C à 1,3%, soit 300 000 personnes infectées, ce qui place le Mali en zone de forte endémicité. C'est pourquoi l'hépatite est souvent qualifiée de tueur silencieux. Les acteurs de la santé ont également mis en place un plan stratégique national de lutte contre la maladie. Le Mali est résolument engagé dans la lutte contre l'hépatite virale en tant que priorité nationale. Ainsi, grâce aux efforts de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et des partenaires du ministère de la Santé et du Développement social, des avancées notoires ont été enregistrées pour l'effectivité de l'offre de services de diagnostic et de traitement des hépatites B et C. Ce plan vise essentiellement à réduire de 50% la mortalité et la morbidité liées à l'hépatite virale. L'hépatite virale est une maladie évitable lorsque les mesures de prévention sont respectées. Les formes graves et les complications sont évitables lorsque les personnes sont dépistées et mises sous traitement à temps. Je vous exhorte tous au dépistage de l'hépatite virale afin que notre pays soit au rendez-vous mondial de l'élimination de cette maladie d'ici à l'horizon 2030.
l'élimination de l'hépatite virale est possible au Mali. Rendons-nous à présent dans la région de Bougouni, plus précisément à Yanfolila. Sur place, le Conseil régional de la jeunesse a organisé un forum sur l'environnement sous le thème « Jeunesse et protection de l'environnement, responsabilité et perspectives régionales », un véritable cadre d'échange sur la protection de l'écosystème dans la 15e région. Plus de détails avec Agali Agissa. Le Conseil régional de la jeunesse de Bougouni dit non à la dégradation des terres, de la flore et de la faune. C'est à travers un forum sur l'environnement organisé dans la ville de Yanfolila. Cette première édition vise à concevoir des stratégies pour préserver l'écosystème. La région de Bougouni, c'est une région qui est vastement riche en ressources naturelles. Aujourd'hui, cet environnement est en train vraiment de se dégrader de plus en plus par nous les jeunes même, avec d'autres investisseurs qui sont venus d'ailleurs et chez nous ici. Nous les jeunes, vraiment nous avons un grand rôle à jouer. Notre région abrite plusieurs forêts classées qui sont pour la plupart attaquées par les orpailleurs, dont certains utilisent même des grosses machines en causant d'énormes dégâts à l'environnement. Face à ces défis, il est urgent de mettre en place un cadre de concertation multi-acteurs dans la logique d'une gestion durable et pacifique autour de la protection et la conservation de l'environnement. Cette rencontre qui a réuni des jeunes venus d'autres régions est donc opportune pour trouver des solutions idoines. C'est pourquoi des acteurs conscients de la menace s'engagent dans le combat. Le présent forum contribue non seulement à sensibiliser, mais aussi à faire une prise de conscience de l'état des lieux. Je suis tout le temps sur le terrain, donc je suis la mieux placée aujourd'hui d'expliquer les idées que j'ai pour que la jeunesse et moi, nous donnons la main et travailler et protéger l'environnement. Quant au président du Conseil national de la jeunesse, Souri Ibrahim Sissé, il dira que ce cadre est une école avant d'inviter ses camarades à proposer des solutions durables pour protéger notre cadre de vie. Les thèmes jeunesse et protection de l'environnement, responsabilité et perspective régionale n'est pas un choix fortuit. Le thème retenu est à la fois pertinent, stratégique et mobilisateur. Il nous interpelle toutes et tous, mais s'adresse surtout à vous, les jeunes. Les jeunes ont compris qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'environnement, il est important qu'ils posent des actes. Et cela, c'est dans l'intérêt de notre pays, mais dans l'intérêt du futur. Parce qu'on entretient l'environnement pas pour soi-même, mais pour toutes les autres générations à venir. Ce qu'il faut retenir, qui est même vraiment très intéressant, c'est que pour une première fois, on a un cadre, toutes les parties prenantes, en réalité, de tout le processus, du début jusqu'à la fin, tous ces acteurs-là sont présents. Et c'est ça qui nous réjouit en réalité par rapport à ce forum-là. Une plantation d'arbres dans la cour du groupe scolaire de Ganadougou et la visite aux autorités traditionnelles ont marqué également cette visite des ministres à Yanfolila. Et vous le savez certainement, le Premier ministre a lancé hier la 31e édition de la campagne nationale de reboisement au parc des Sofas dans la commune rurale de Dorodouma. Ce soir, le coordinateur du projet de restauration des terres dégradées se prononce sur la plantation d'arbres et les actions concrètes de restauration afin de lutter efficacement contre la désertification. Mamadou Diallo est au micro de Tchemoro Sagara. Le projet de restauration des terres dégradées au Mali, communément appelé PRTD, est une initiative de nos autorités de transition soutenue techniquement et financièrement par la Banque mondiale avec une enveloppe de l'ordre de 150 millions de dollars sur une période de 7 ans, 2024 à 2030. Donc il vise à accroître l'adoption des techniques innovantes de restauration des terres par rapport au climat et l'accroissement des opportunités de revenus. Le projet de restauration des terres dégradées PRTD accompagne la tenue de cette 31e édition de la campagne nationale de reboisement dont le thème cadre parfaitement avec les objectifs du projet reboiser pour restaurer les terres et lutter contre la désertification. Donc en termes de contribution à cette campagne, dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 et plus particulièrement le volet développement durable des produits forestiers non lignés, les PFNL, à travers les alliances productives, le projet accompagnera le reboisement de plus de 26 900 hectares de terres et
reboisera à peu près 30 millions de plants de gommiers, c'est-à-dire l'acacia sénégal, de moringa, de karité, de baobab, et contribuera à mettre en place à peu près des techniques innovantes pour préserver ces plantations. Nous envisageons au moins un taux de réussite de l'ordre de 95 à 98%. Et tout cela générera au moins 13 000 emplois directs. Actualité AES au Niger, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire a eu une séance d'échange avec une délégation des responsables des collectivités territoriales de l'Alliance des États du Sahel présents à Niamey. Ils ont échangé avec le ministre d'État sur plusieurs points, dont celui sur la coopération dans le secteur. Le reportage de Mariama Dako. Comment faciliter la mise en œuvre de la feuille de route de l'Alliance des États du Sahel visant la création de l'Union des collectivités territoriales de la Confédération? Comment faire pour renforcer davantage la coopération transfrontalière et l'intercommunalité? Et aussi, quel mécanisme adopter pour faciliter les mouvements des personnes et de leurs biens dans l'espace communautaire? Ce sont là les premiers points sur lesquels ces présidents des municipalités et régions de l'AES ont échangé avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Autre sujet évoqué au cours de cet entretien, c'est aussi l'intégration des peuples au sein de l'espace confédéral. Aussi, conformément aux orientations des trois chefs d'État de la Confédération AES, ces présidents des collectivités territoriales ont mûri les réflexions sur les voies à suivre pour contribuer davantage au renforcement de la décentralisation et les mécanismes à mettre en place pour favoriser une plus grande participation des citoyens dans la gestion des affaires locales. Au cours de cette entrevue, ces présidents des collectivités territoriales ont aussi discuté avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, des perspectives, notamment l'organisation très prochainement d'un forum des gouverneurs de l'AES, d'une réunion des chefs traditionnels de la Confédération et d'un forum sur la stratégie de déradicalisation, désarmement, démobilisation et réintégration des personnes associées au groupe armé non étatique. Les actions de la Confédération des États du Sahel se renforcent également avec cette rencontre entre les autorités des régions de Tanouyan au Burkina Faso et de Sikasso au Mali. C'est pour la suppression des frontières entre ces deux pays dont l'application et 12 recommandations ont été formulées pour l'atteinte des objectifs. On en sait plus avec Brema Khan. À cette rencontre de Banfora, la suppression des frontières tracées par le colon est dans le viseur. Les régions de Tanouyan au Burkina Faso et de Sikasso au Mali partagent plusieurs réalités, mais les barrières empêchent les populations de mieux s'épanouir et de participer de façon efficace au développement des localités concernées. C'est donc dans le souci d'effacer ces barrières que cette rencontre se tient entre les autorités de ces deux régions. La frontière héritée, cette limite héritée du colonisateur, nous pose des problèmes. Les populations ne sont pas divisées. C'est seulement le colonisateur qui a mis une limite quelque part qu'on appelle frontière. Aujourd'hui, c'est de dire aux populations de ne plus intérioriser ça, de faire de cet espace-là un espace commun aux deux pays. Et c'est la dynamique de nos plus hautes autorités. Les trois chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, c'est de faire en sorte que dans cet espace-là, il n'y ait plus ce que vous appelez la barrière qu'on appelle frontière. Et ce sont ces représentants des deux États dans ces deux régions qui doivent d'abord s'approprier ce concept avant de le vulgariser aux populations. Pour cela, plusieurs thèmes ont été décortiqués à cet atelier. Des thèmes qui ont trait aux ressources naturelles, à la gestion du foncier et à la mobilité pastorale transfrontalière apaisée et la stabilité sociale dans le Sahel.
Il faut faire des rencontres de ces gens pour amener la population à savoir qu'effectivement c'est le même peuple et que les dirigeants qui sont aujourd'hui à la tête de ces deux États dans l'espace bien sûr, n'ont autre souci que le développement dans l'harmonie et dans un espace de paix. Et la paix également a ses ramifications au niveau des frontières, parce que c'est là-bas que nous avons les problèmes. Et tout cela a été fait de manière réfléchie pour amener les peuples à être toujours en contradiction et opposer à nous vraiment nous s'assujettir. C'est ça qui est compris aujourd'hui les trois chefs d'État de l'espace AES pour que l'Afrique se retrouve dans ses valeurs et la valeur commence avec le peuple. Au terme de 2 jours de travaux donc, les deux parties ont adopté 12 recommandations qui seront codifiées dans un document et mises à la disposition des populations. Il s'agit entre autres de renforcer la coopération entre les forces de défense et de sécurité pour une meilleure sécurisation des deux régions et aussi renforcer les moyens d'action des chefs de circonscription administrative frontalière en vue de leur permettre d'améliorer la diplomatie locale entre homologues de part et d'autre. Suite de ce journal, projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel dans la région de Dioula, un projet qui a permis le financement de 150 activités génératrices de revenus, l'accompagnement des promoteurs de fermes et la réalisation d'un mini-système hydraulique pastoral amélioré. Des résultats salués par les autorités régionales. Compte rendu, Moustapha Doumbia et Alassane Sangari. Le mini-système hydraulique pastoral amélioré de Kerela, à une cinquantaine de kilomètres de Dioula, est la première étape de cette visite de terrain dans le cadre de la mission de communication sur les activités du PRAPSU 2, projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Une mission qui a aussi visité 2 fermes à Korokoro dans la commune Zankoulibaly. Elle s'est aussi rendue chez certains bénéficiaires des activités génératrices de revenus. J'ai appris la transformation avec ma belle-mère qui avait peu de matériel pour travailler. L'appui du projet nous a donc permis d'acquérir des équipements. Aujourd'hui, nos produits sont vendus dans beaucoup de pays, dont le Sénégal, la France et le Burkina Faso. Le PRAPS nous a accompagnés à améliorer la production laitière ici dans cette ferme. Et dans le cadre du PRAPS, nous avons acquis 15 pur sang, Montbéliard et Holstein, dont 2 géniteurs. Donc ça nous a permis d'accroître notre production laitière, d'agrandir notre parc. Les bénéficiaires du PRAPSU 2 reconnaissent l'impact de son appui dans le développement de leurs activités. Nous avons vu sur le terrain que effectivement ça a permis la création d'emplois pour les jeunes. Il y a effectivement la diversification des activités. C'est-à-dire que les activités sont dans plusieurs domaines, à savoir l'embauche ovine, l'élevage caprine, la protection et l'élevage des bovins. L'ensemble de ces activités contribuent au développement de la région. La région de Dioula étant une nouvelle région, en a tant besoin pour son développement. Nous remercions l'équipe de PRAPS pour avoir initié ces activités dans la région de Dioula. Et nous invitons aussi les bénéficiaires aussi de faire bon usage de ces réalisations. La mission composée de représentants du PRAPSU 2 et de services techniques de l'élevage a prodigué quelques conseils aux bénéficiaires rencontrés. Et nous nous rendons à Kaya pour évoquer un sujet qui préoccupe plus d'un. Il s'agit de la consommation de la drogue. La pratique prend de l'ampleur dans la région de Kaya. Malheureusement, les consommateurs ont entre 10 à 35 ans, filles et garçons. En plus du trafic de la drogue, s'ajoute le trafic des médicaments contrefaçon. Depuis quelques mois, des équipes de l'OCS, Office central des stupéfiants de Kaya, sont à pied d'œuvre pour la lutte contre ce phénomène. Des saisies importantes ont été faites et des dealers arrêtés. Le constat avec Kansutu Kanouté.
La capitale des rails est devenue une zone de forte consommation de drogue de tout genre. Face à ce phénomène inquiétant, des équipes de l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants du CAI, OCS, sous le leadership déterminé et méthodique du lieutenant-colonel Moumini Bengali, ont frappé fort entre le 1er janvier et le 30 juin 2025. Nous avons saisi 26 briques plus 6370 sachets de cannabis, 16 432 comprimés de tramadol. Nous avons saisi du diazépam, 26 comprimés, du Mirage Serpent, 132 sachets, du crack. Le crack, c'est un dérivé de la cocaïne, 358 doses. Nous avons saisi 88 doses de CAM, 62 doses de Christophe, 27 doses de Boro, 64 doses de Off. Nous avons fait aussi une saisie impressionnante dans le Vaudi. La quantité saisie s'élève à 1872 boîtes. Les jeans frélatés de contrebande, nous avons saisi 1100 bidons. Nous avons saisi 5 tonnes, 96 kg de produits pharmaceutiques. Et toutes ces saisies, ça fait un total de plus de 70 millions. Contrefaits, c'est des produits qui sont illégaux. Légalement, c'est des produits qui ne sont pas du tout adaptés, qu'on ne retrouve dans aucune de nos réglementations au Mali. Le tramadol est d'abord une substance psychoactive qui agit sur le système nerveux central. Donc, dans la médecine conventionnelle, le tramadol est prescrit dans les douleurs modérées à intenses. Donc, c'est un antalgique. Mais ce qu'on trouve dans le marché souvent, c'est à dose très élevée. Le lieutenant-colonel Bengali, qui depuis son arrivée, il est en train d'abattre un travail énorme. Il est vraiment engagé et je l'encourage en ce sens. Avec son intervention ne se limite pas à la ville de Caille. Il fait même des sorties en dépit de l'insécurité au C66 procès-verbaux. Il a interpellé 71 individus. Un individu de nationalité étrangère, il y a 3 femmes là-dedans. Plusieurs jeunes ont tout abandonné, l'école, les bonnes conditions dans les familles respectives, pour simplement faire plaisir à cette substance qui est la drogue. Alors, quelles sont les raisons qui poussent ces jeunes à consommer ces substances? La première, c'est que Caille est une région frontalière. La seconde, c'est que c'est une région minière. De les mines, les gens, pour se surpasser, surtout le cas de leur payage traditionnel, pour se surpasser, les gens s'adonnent la consommation de ces stupéfiants. La frontière avec le Sénégal aussi fait que beaucoup de choses passent, les frontières sont poreuses. La consommation de la drogue par les jeunes et surtout par des jeunes filles dont l'âge varie entre 10 à 35 ans est un phénomène très préoccupant car elle a des répercussions graves sur leur santé, d'où l'inquiétude de l'ensemble des parents. Tous les parents ne savent plus à quel sein se vouer. Nous avons les cœurs meurtris. Lorsque nous voyons nos enfants sous l'emprise de la drogue, c'est dur à supporter. Nos enfants ne jouissent plus de leur faculté mentale. Ils ne nous écoutent plus. Les enfants sèchent les cours à l'école. Ceux qui ont la chance d'avoir du boulot font des absences répétées au service. Si tu les croises en chemin, c'est toi qui es obligé de leur céder le passage. C'est le cas d'un petit de 11 ans qui nous a interpellés. Il remettait les produits aux gamins qui se chargeaient de la distribution. Après la vente des produits, il lui remettait de l'argent. Le président du CDQ, les notables, les anciens dealers, les représentants des jeunes ont organisé une assemblée afin de trouver des pistes de solutions pour freiner ce fléau. Aujourd'hui, dans mon quartier, la drogue circule moins grâce au dévouement des bonnes volontés. De ma naissance à ce jour, ce n'est que de ces derniers temps que j'ai vu la drogue de mes propres yeux. La devanture de l'endroit où je travaille est tous les jours remplie de papiers, de sachets de cannabis, et c'est en plein cœur du grand marché. L'usage abusif de toutes ces drogues peut provoquer des perturbations graves physiques
et mentale. Il y a des qualités de drogue aussi, quand ils sont consommés, vous allez remarquer que la personne, elle va s'asseoir, elle ne cause avec personne. Tout ça, c'est l'effet de la drogue. Cette jeunesse qui représente le futur de notre pays est de plus en plus touchée par ce mal qui détruit définitivement leur vie. Ce n'est même pas bon de consommer de la drogue. Ça ne va pas te permettre de donner de l'emploi, ça ne va pas te permettre d'avoir une très bonne formation, ça ne va même pas te permettre de faire des activités citoyennes. Il faut qu'on se donne la main pour combattre ces fléaux-là. Si la sensibilisation ne suffit pas, le Mali a pris des sanctions pénales qu'il faut appliquer. Dans un pays, il faut de l'ordre. La mairie de Caille est prête à accompagner toute initiative dans ce sens. Que tout le monde s'y mette pour que ce fléau puisse diminuer. Pourquoi pas disparaître? Et pour le faire, il faut un recueil de renseignements. Je demande à la population de Caille d'aider les services de lutte contre la consommation de la drogue pour que ce phénomène puisse être éradiqué à Caille. Mais aujourd'hui, nous félicitons ce service. Depuis l'ère arrivée, la consommation de la drogue a nettement diminué à Caille. Plusieurs lieux de destruction, comme je l'ai eu à le dire, ont été détruits. Si rien n'est fait pour freiner cette consommation de drogue par les jeunes, le futur de cette nation risque de tomber en ruine. Le grand banditisme continuera de prendre de l'ampleur et notre société risque d'être vouée à l'échec. Voilà, nous ouvrons la page consacrée à la culture 2025, année de la culture, une initiative du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Pour l'occasion, un logo a été confectionné. Quel symbolique? Élément de réponse avec Alpha Maïga. Je décrète l'année 2025, l'année de la culture au Mali. Cette belle initiative est annoncée par un logo estampillé sur tous les fronts et supports communicatifs comme l'ORTM sur votre petit écran à partir de votre gauche. Le logo de l'année de la culture au Mali est symbolisé par deux chihuahuas qui s'embrassent pour former la lettre M, initiale du Mali. Chez les Bambara, le chihuahua récompense les braves. Il s'agit d'un cimier en forme d'antilope cheval, tirant son origine de la mythologie. Selon cette légende, Chihuahua est un être à la fois animal et humain, né d'un serpent et d'une femme, un être surnaturel doté de pouvoir, lui permettant de cultiver la terre avec ses griffes et un bâton offert par sa mère. Reconnu comme symbole de bravoure, le masque Chihuahua est utilisé lors de 3 occasions précises. Au début de l'hivernage pour accueillir la pluie, en plein hivernage pour encourager les cultivateurs à travailler accompagnés d'une danse folklorique. Et enfin, d'hivernage pour célébrer les récoltes lors d'une fête rituelle marquant la fin de la saison de culture. Dans un contexte moderne, le Chihuahua est attribué à toute personne ayant fait preuve de loyauté, de compétence et d'un travail exemplaire dans son domaine. Aujourd'hui, le Chihuahua s'affirme au Mali comme un symbole de bravoure, de courage, d'abnégation, de sagesse et d'indépendance. C'est pourquoi il n'est pas rare de voir le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme déclamer partout cette célèbre citation du père de l'indépendance du Mali, Modibo Keïta, sur les valeurs de la culture malienne. Il n'y a pas d'indépendance viable sans renaissance culturelle. Cette citation suggère que l'indépendance d'un pays ou d'un peuple ne peut être véritablement atteinte sans un renouveau de sa culture. La renaissance culturelle passe souvent par l'éducation et la transmission des savoirs. Cela permet tout simplement de former des générations conscientes de leur héritage et motivées à construire un avenir autonome. Le logo de l'année de la culture au Mali ne reflète-t-il pas cette analyse ?
Bamako City Tour poursuit ses randonnées. C'est pour la découverte du riche patrimoine culturel et touristique de Bamako. Et cela jusqu'au 28 septembre prochain. Il propose chaque week-end aux visiteurs des endroits attrayants à l'intérieur de Bamako et environnant. Ce week-end, le cap a été mis sur le musée des armées, le lac de Lassa et le parc des Sofas à Dorodoumani, en passant par plusieurs monuments de la capitale, à la découverte de ces endroits historiques avec Mariam Koulibaly et Sambou Diakité. Devant le parc national où est dressé le stand de l'agence de promotion touristique du Mali, APTM Mali Tourisme, les visiteurs embarquent pour quelques heures de découverte de l'histoire et de la culture du Mali. Au programme de la journée, 2 circuits, l'un qui s'achemine au lac de Lassa et l'autre à Dorodoumani au parc des Sofas. Le City Tour, c'est pour permettre davantage aux Maliens de découvrir leur pays. C'est un programme de promotion du tourisme interne qui vise à long terme à réduire la dépendance du tourisme malien au flux du tourisme récepteur. Aujourd'hui, dans le cadre de la célébration de l'année de la culture, les plus hautes autorités ont décidé de financer à nouveau cette activité. Avant les destinations finales, les visiteurs du jour passent par le monument dédié aux héros de l'armée noire, érigé en 1924 en France et transporté ensuite au Mali. Puis le musée de Bamako avec ses anciennes photos et représentations des animaux. Et l'impressionnant monument du 22 septembre 1960, connu sous le nom monument de l'indépendance. Un véritable symbole de souveraineté du Mali. Le cap est ensuite mis sur le musée des armées où l'on découvre aisément l'évolution de l'armée malienne. Sur place, les visiteurs sont accueillis sous le rythme de la fanfare. Nous avons tout fait pour que cet événement soit un succès et nous avons été appuyés et aidés par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Donc pour l'instant, ça se passe très bien. Et pour agrémenter en tout cas cette visite, les enfants aiment beaucoup la fanfare. Donc j'ai pris toutes les dispositions pour que l'événement soit à hauteur de souhait. On passe tous devant ces monuments-là, ce musée-là dont je ne savais même pas l'existence. Et on n'a jamais connu l'histoire de ces monuments-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est une opportunité pour moi d'avoir écouté tout ce qui s'était dit par rapport à ces monuments, par rapport au musée, par rapport à ce qu'il y a dans le musée. Je trouve que c'est une belle opportunité, c'est un bon moyen de se connaître soi pour pouvoir expliquer aux autres ce qu'on a ici. Nous, on est parti du constat que l'un des principaux problèmes du Mali, c'est qu'entre nous Maliens, on ne se connaît pas. Et le Mali Tourisme, le fait d'amener les jeunes de Bamako, de la grande ville, de la diaspora, à découvrir Bamako est une très bonne chose. Les circuits du jour se terminent respectivement à Dorodoumani, au parc dédié aux combattants de Alimami Samori Touré. Ici, on retrouve un sofa sur un cheval cabré. L'autre destination finale est le lac de Lassa qui propose une véritable immersion culturelle et écologique avec en toile de fond l'art, la verdure et les jeux traditionnels. Vu que j'avais pas vu certaines activités qui faisaient comme le Bogolan et tout, ça m'a fait plaisir de voir tout ça quoi. Les vacances, je viens que pour ça en fait. Je viens que pour City Tour. Tellement j'aime bien City Tour. J'aime bien découvrir aussi mon pays d'origine. J'aime bien découvrir les monuments, tout ça quoi. Le rendez-vous d'aujourd'hui est vraiment d'actualité, c'est-à-dire la promotion du tourisme domestique qui contribue même à l'enracinement du patriotisme de nos enfants, des différents participants. Parce que Bamako City Tour, ce qui trompe les gens n'est pas pour les enfants seulement, c'est pour toutes les couches de la société. Depuis que la crise a déclenché, le tourisme est complètement à terre. Donc je pense que l'initiative Mali Tourisme est une très belle initiative et on ne peut que l'encourager. D'autres circuits suivront chaque samedi et dimanche, c'est là jusqu'au 28 septembre.
C'est bien noté jusqu'au 28 septembre. Toujours dans le cadre du projet Mali Culture 2025, le centre Ndomo ouvre ses portes à une délégation du ministère de la Culture et aux étudiants du CERFILTEX. Occasion pour les visiteurs de découvrir cette entreprise sociale et solidaire basée sur la promotion du Bogolan, entre autres. Depuis Ségou, Ramata Konaté et Bakary Traoré. Journée porte ouverte, une immersion dans les réalités du centre Ndomo 6 à Pelengana. Tout le processus, teinture, confection de dessins, commercialisation, décortiqué aux étudiants et responsables au niveau régional et national. Occasion aussi pour les participants de découvrir le sens des idéogrammes sur les tissus borolans. J'ai plus appris sur la culture, au fait. D'abord les dessins sur les tissus. Moi j'imaginais ça comme juste un design. Je n'avais jamais imaginé que ces signes-là parlaient au fait, alors que c'est des symboles, c'est des signes qui signifient de vraies valeurs ou bien des comportements adoptés dans la société. Les feuilles qu'on transforme pour faire des teintures jaunes et puis des teintures rouges. Je croyais que c'était des peintures. J'ai compris tout ça là. Puis j'ai appris à dessiner aussi. Comme nous travaillons avec les plantes et avec la boue, on a mis au point un système de recyclage des déchets solides et liquides. Concernant les déchets solides, c'est le ngalama et le mpeku que nous utilisons. Après l'extraction de la couleur, sur les feuilles du ngalama, on a juste une fosse. Et au fur et à mesure qu'on prépare la couleur, on met toutes ces feuilles dans cette fosse. Et là, au bout d'un mois, le tout se transforme en compost, en engrais organique. Et cet engrais organique est remis à ceux qui font du maraîchage. La présente journée porte ouverte se veut une manière de célébrer l'excellence et l'entrepreneuriat culturel. C'est un véritable centre de formation. Comme il a si bien dit, c'est un centre de socialisation des jeunes. Ça, c'est notre centre qui met en exergue le travail collectif. C'est vraiment formidable, nous sommes vraiment émerveillés et nous félicitons encore une fois les promoteurs du centre. Cette activité entre dans le cadre du projet Mali Culture 2025. Elle est animée par le parrain du mois de juillet sous le leadership du ministère en charge de la culture et de l'artisanat. À la cérémonie de remise officielle de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation du Mali au président de la transition, les étudiants du Conservatoire des arts et métiers multimédia Balafaseke Kouyaté ont émerveillé le public à travers un ballet à thème qui a résumé l'idée de la charte en 15 minutes de danse, musique et théâtre. Le ballet de la charte avec Cheikh Oumar Sangari. Le tambour ou tabalé résonne sur la place publique. Le cœur des Maliens et Maliennes battent à l'unisson. Comme symbolique, le tabalé est un instrument qui rassemble, qui fait recours à la paix, au vivre ensemble et à la réconciliation nationale. C'est un appel pour tous les Maliens à l'unition, au vivre ensemble. Ce vivre ensemble est mis à mal par la crise de 2012 et cette déchirure du tissu social est illustrée ici par une danse afro-contemporaine. Puis, une voix suave rappelle au peuple nos valeurs fondamentales comme la parenté à plaisanterie Sinankouya ou le dialogue Sigikafo. La deuxième séquence du ballet débute par une interprétation théâtrale qui met en exergue les objectifs principaux de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Et faire de la réconciliation nationale un oxygène pour équilibrer et restaurer la paix. Nous qui sommes membres de la commission de rédaction de cette charte, nous avons 5 grandes thématiques qui sont la paix, la sécurité, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Et après le spectacle, mes amis de la commission m'ont dit, mais monsieur Camara,
nous avons reconnu notre touche, notre plume, en tout cas dans ce spectacle, notre plume élevée au rang d'art. Puis sonne l'heure du rassemblement des Maliens avec le drapeau vert, jaune, rouge hissé par le peuple souverain pour l'unité de la nation Mali. Pour couronner ce succès de création, le légendaire ensemble instrumental national apporte sa touche par l'interprétation du titre Mali de son ex-sociétaire Mogontafe Sako. C'est là sous la maestria de Moussa Mariko alias Rémi. Pour ces spectacles haut de gamme, le conservatoire a mobilisé 34 étudiants dont 10 musiciens, 2 comédiens et 22 danseurs avec en toile de fond la pluralité du Mali. Lorsque vous regardez toute la trame, n'est-ce pas, de ce ballet à thème que le public a dû apprécier, alors tout repose effectivement sur notre identité culturelle, sur nos us et coutumes, sur nos savoirs et savoir-faire traditionnels, c'est-à-dire tout ce qui caractérise le peuple malien en tant que peuple vivant dans un domaine géographique et patriarcal, un peuple résilient, un peuple confiant à l'avenir. Un peuple résilient et confiant qui ne pouvait que miser sur un spectacle du genre à la dimension de l'année de la culture décrétée par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. C'est là parce qu'on dit, je cite, quand les mots manquent, la danse parle. Fin des citations. Question d'actualité fait un gros plan ce soir sur la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, un document de référence pour toute initiative concourant à la paix, à la réconciliation et à la cohésion sociale. Le document a été officiellement remis à son initiateur, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le 22 juillet dernier. Il va être soumis à l'appréciation du Conseil national de transition avant sa promulgation par le chef de l'État. Pour en savoir davantage, Sera Batili reçoit les experts qui ont rédigé cette charte suivant un extrait de ce débat. Quel peut être le rôle et la place de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale dans la refondation du Mali? Pour refonder le Mali, cette charte vient faire en sorte que les questions de paix et de réconciliation nationale ne sont traitées que par des Maliens qui proposent des solutions maliennes et pour le Mali. Et donc, c'est déjà le début de la refondation sur la question et la gestion de la crise que le Mali connaît aujourd'hui. Vous savez, quand vous refondez un État, il vous faut vous appuyer sur vos propres valeurs, il vous faut vous appuyer sur vos propres atouts, il vous faut vous appuyer sur vos propres fiches. Est-ce qu'on peut appeler la Charte pour la paix et la réconciliation nationale Kouroukanfouga 2? Quelles sont les similitudes et quelle est la spécificité de la Charte pour la paix et la réconciliation? Vous savez, effectivement, il y a certains participants qui ont utilisé cette expression en disant que la charte pour la paix et la réconciliation nationale, c'est Kouroukanfouga 2. Donc, ils n'ont pas tort d'une certaine manière. Kouroukanfouga, en tant que charte, a été rédigée au XIIIe siècle, dans un contexte spécifique qui concerne l'Empire de Mandé, et donc qui s'est appliqué, on va dire, à tous les Mandékas, et l'Empire de Mandé était un grand empire. On se dit aussi que le Mali, aujourd'hui, est à la croisée des chemins. Le Mali traverse beaucoup de crises depuis 2012. Il y a des conflits à la fois dans les zones du nord, au centre, au Sahel occidental. Chaque zone du Mali a ses propres difficultés, a ses propres préoccupations. À ce titre, la charte, c'est Kouroukanfouga 2, sauf que cette fois-ci, ça s'applique à l'ensemble du Mali. Quand est-ce que le document sera disponible pour l'ensemble des Maliens? Le document doit passer par voie législative.
Donc le document doit passer, ça doit surtout le processus d'élaboration d'une loi devant le Conseil national de transition. Et après cela, il est clairement dit dans la charte que le document sera adopté et promulgué par le président de la transition, chef de l'État. Donc c'est après tout ce processus qu'on peut dire que la charte est une loi. À suivre donc dans nos programmes ce soir, question d'actualité aux environs de 22h, une présentation de Sira Bachili. C'est l'heure du sport dans cette édition et c'est juste après ça. Et Siragatou Sissé nous a rejoint pour l'actualité sportive. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Khadier, tu connais. Bonne nouvelle en provenance d'Abuja au Nigeria en marge du championnat d'Afrique de bras de fer sportif. L'équipe nationale du Mali termine la compétition avec une belle moisson. Oui, 19 médailles réparties comme suit, 14 or et 5 argent, du sourire à tous les niveaux. Notre compatriote Aboubakar Samabali a brillé de mille feux dans la catégorie des moins de 70 kg, bras droit en devenant champion d'Afrique senior. D'autres Maliens se sont également illustrés dans les catégories masculine et féminine. Ces performances sont le fruit du travail abattu par la Fédération malienne de bras de fer sportifs en collaboration avec le ministère en charge des sports. Afro-basket féminin Côte d'Ivoire 2025. Les Aigles du Mali ont puisé hier dans leurs ressources pour s'imposer au Soudan du Sud 55-53. Soit 2 points de différence. Les Aigles dames du Mali ont été sérieusement bousculés. 19-13, 30-30, 46-41 et 55-53. Une victoire obtenue sur le fil. Le résumé de Mali-Soudan du Sud avec nos envoyés spéciaux à Abidjan, Koyisibi et Aboubakar Traoré. Début de rencontre poussif des Aigles basketteuses avec une défense incohérente qui plie sous la tir extérieur des Sud-Soudanaises. Heureusement, Rokiat Doumbia, habile en pénétration, permet de recoller au score. Jusqu'au terme du quart-temps initial, les joueuses du Mali n'arrivent pas à poser le jeu et suivent le rythme de l'adversaire. Léger mieux en défense par la suite, des protégés de Oumarou Sidia qui creusent un mince écart. Mais la jeune équipe sud-soudanaise n'avait pas dit son dernier mot. Elle apporte la densité dans la peinture et alterne jeu intérieur et extérieur, conduit par l'intelligente et efficace meneuse Washington. Les nôtres sont contraintes à la parité, 30-30 à la mi-temps. L'équipe nationale du Mali retrouve un peu les vertus défensives et est en réussite dans les tirs primés. Les Sud-Soudanaises s'accrochent, mais en -5 au bout du troisième quart-temps. Quel match! Quel suspense! Les Maliennes, bien que bousculées, gèrent les toutes dernières possessions et l'emportent 55-53. Les Aigles dames sont tombés ce samedi sur une équipe difficile à manœuvrer, mais la performance collective était en deçà des attentes. Bon, la clé du match, c'est que nous, on a compris où est-ce qu'on a nos problèmes. Lorsqu'on a essayé de colmater la brèche, on a pu les surpasser, mais jusqu'au bout, elles étaient là jusqu'au bout. Donc, on a quand même trouvé une solution d'urgence pour pouvoir trouver quelques points pour les dépasser et maintenir le cap. Ça n'a pas été facile, mais lors du mi-temps, on a parlé entre nous pour rester réunis, pour venir plus fort que ça. Déjà, on va oublier, maintenant on va se concentrer pour préparer le prochain match qui est demain contre le Cameroun. L'erreur qu'on a fait aujourd'hui, on va essayer de ne pas répéter le même erreur. La deuxième sortie de nos basketteuses est prévue ce lundi à 21h face au Cameroun. Une rencontre à suivre d'ailleurs en direct et en exclusivité sur ORTM 2, la deuxième chaîne de télévision du Mali. Le rendez-vous est pris. Foot, tournoi de montée en Ligue 1. Les tickets de l'accession à l'élite pourraient se jouer dès demain lundi. Oui, dans la poule A à suivre Derby Academy CF Balanza à 16h au stade Mamadou Konaté et à la même heure au stade Wenzin Koulibaly et le 8 FC Tombouctou Football Club. ATS de Koro est exempté de cette 4e journée. Le vainqueur de Derby Academy de Bamako 6 points, CF Balanza 4 points, fera un pas de géant vers la Ligue 1. Dans le groupe B, 3e journée, à noter AS Douane de Sikasso AS Kai à 18h15 au stade Mamadou Konaté et au même moment au stade Wenzin Koulibaly, Malikoura de Koulikoro Sony AC de
de Gao. Malikoura a 4 points plus 1 et le Sonia de Gao 4 points plus 2. Le vainqueur de ce duel accédera directement en Ligue 1 la saison prochaine. Vivement demain lundi. Inch'Allah. Merci bien, Siragatou. Je vous en prie, c'est une nouvelle. Plus bref, le Nigeria a remporté hier la CAN féminine en disposant du Maroc 3-2 au terme des matchs renversants. Le Maroc menait pourtant au score à la mi-temps 2-0. Les Super Falcons du Nigeria s'offrent leur 10e trophée. L'Angleterre se succède à elle-même à l'Euro féminin. Cet après-midi, elle a battu l'Espagne au tir au but 3-1 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Le score était d'un but partout. Cette fois-ci, c'est le point final. Tout à fait. Merci bien, Siragatou. Alors, page noire de cette édition, le monde rural en deuil. Sirima Sako, ingénieur d'élevage, s'en est allé. Il était le vice-président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Âgé de 63 ans, il laisse derrière lui une nation inconsolable et une famille durement attristée. Reportage à Youssouf Diakité, Sidiki Balo et Sambou Diakité. Fédérateur des énergies, cadre émérite et travailleur infatigable, Sirima Sako s'en est allé. Difficile de définir l'envergure de l'homme. Il est accompagné à sa dernière demeure par la nation Mali inconsolable. Nous remercions toute personne qui s'est donné au moins le temps de se présenter en cette cérémonie. La famille reconnaît toute la gratitude et nous pensons que Sirima a œuvré pour le Mali. Sirima, c'est un parent, c'est un responsable. Sirima est humble, il est aimable, il est pathétique. Donc moi je retiens de Sirima un homme qui a tout donné à son pays. Ingénieur d'élevage, Sirima Sako a servi pendant de longues années à l'Assemblée permanente de la Chambre d'agriculture du Mali, APCAM. Membre du Conseil national de la société civile, vice-président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, dernier poste qu'il occupait jusqu'à ce dimanche 27 juillet 2025. Sirima était un collaborateur sincère, loyal, dévoué, engagé et avec un don de soi. Il a toujours été là. Les missions ont toujours été exécutées et il a été un homme fédérateur, toujours jovial, sympathique. Sa disparition aujourd'hui laisse un grand vide. Et nous savons aussi que ce n'était pas seulement au sein de la délégation spéciale, il a évolué à d'autres niveaux, il a participé à d'autres forums où il a eu à faire ses preuves. Nous voudrons exprimer toute notre compassion à toute la famille Sako et ses anciens collaborateurs, ses parents, ses enfants, et leur dire que nous partageons leur douleur du fond du cœur. Nous venons de perdre le meilleur d'entre nous. Monsieur Sirima Sako, on l'a pratiqué, on l'a côtoyé il y a plus de 30 ans. Aussi bien à l'APCAM qu'après l'APCAM. Tout le monde est unanime pour dire que c'est un cadre émérite, loyal et quelqu'un qu'on peut dire qui dévore franchement les dossiers. Tout ce qui lui est confié est traité à la perfection. J'ai été le secrétaire général de cette structure de l'APCAM pendant près de 10 ans, donc je sais de quoi je parle. Sirima Sako est parti trop tôt, non pas seulement pour ses proches, mais aussi et surtout pour nous. Nous tous ceux qui l'ont approché, côtoyé, accompagné, tout au long de son court et riche parcours. Bref, trop tôt pour le Mali. Tu es parti trop tôt pour les paysans, tant tu étais passionné du monde rural. Le lancement des campagnes agricoles était un défi pour toi, que tu as su toujours relever avec éloquence légendaire. Trop tôt pour le Conseil national de la société civile, dont tu étais l'équilibre. Secrétaire général du Conseil national de la société civile, tu étais infatigable à la tâche, engagé et déterminé. Tu as consacré ta vie à ta mission, sans réserve, tantôt conseiller, parfois assisté, et toujours au service des autres. Désintéressé tu étais. Tu t'es toujours battu pour la défense des droits, pour la promotion de la justice sociale, bref, pour un Mali plus juste, plus équitable et plus prospère. Sirima a vécu pour le Mali. Membre de l'APCAM, membre de la commission des assises nationales de la réconciliation, dont c'est lui-même qui a lu les résolutions au CICB, membre de la commission du dialogue intermalien, membre de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, j'en passe.
Sirima a toujours donné le maximum de lui-même. Le Premier ministre dit, en tant que ministre de l'administration territoriale, Premier ministre, chef du gouvernement, il souhaite à Sirima un bon repos et que le bon Dieu l'accorde le paradis. Ambadou, président de la transition et délégation Blakana, Premier ministre ko ale togola ni administration be togola ambe duwaw ke am balmakay ala ka lahara fusamayayi ala ka farasilamɛ shuka ala ka meka saraka boy ambe min fo Sirima denwi wallahi ufa ala ya ka kalfa minɛ mais ufa ye fa caman de to ye diɲɛna tellement qu'ani bunadamadenw jɛra. À 63 ans, Sirima Sako laisse derrière lui une nation attristée et une famille difficile à consoler. Eh oui, un baobab vient de se coucher, dort en paix, doyen Sirima. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à demain, même heure, même plateau. Plaise à l'Éternel. Bonne fin de soirée à tous.